bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Ouverture officielle de la saison touristique 2013-2014 au Sénégal. Il faut relancer le tourisme, dit le président de la République. Présent à Saly Portudal, Macky Sall annonce une augmentation du budget pour le secteur. 22 commissariats de police à construire entre 2014 et 2016 pour les départements qui en sont dépourvus. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre de l'Intérieur, en a fait la promesse à l'occasion du vote de son budget qui passera de 50 à 57 milliards de francs CFA pour l'exercice 2014. Élection locale oblige. Et puis cinéma, quand un cinéaste malien rend hommage à un de ses illustres collègues sénégalais, Souleymane Cissé a projeté la première de son documentaire au Sembène à Dakar, entouré d'hommes de culture. Et puis l'invité de ce 20h est Ahmed Sanhouri, directeur général du PRCM, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine. Avec lui, nous aborderons les principales recommandations tirées du 7e Forum marin et côtier en Afrique de l'Ouest. Merci de votre fidélité. Lancement ce mardi, ce vendredi matin officiel de la saison touristique 2013-2014. C'était à Saly Portugal. Donc Macky Sall veut relancer le secteur et annonce des mesures ponctuelles, parmi lesquelles une augmentation du budget. Durant cette cérémonie, les acteurs du tourisme ont remis un mémorandum dans lequel seront exprimées leurs attentes. Compte rendu, cher Abdoukhadre Mbaké, image Mardia. L'érosion côtière, tarifs aéroportuaires trop élevés, un budget modique, réciprocité des visas, voilà entre autres les mots dont souffre le tourisme sénégalais. Les acteurs diagnostiquent de façon exhaustive le secteur. Notre secteur est malheureusement agonisant et risque de sombrer dans les méandres d'une issue irréversible de décadence dommageable à tous ceux-là qui y ont cru en investissant de leurs moyens et de leur temps, à tous ceux-là qui ne vivent que du tourisme, mais surtout aux familles qui ne doivent leur existence qu'à son dynamisme. En dépit de sa contribution aux agrégats économiques nationaux, un autre défi est à relever et celui de la préservation des milliers d'emplois aujourd'hui menacés de suppression au moment où la création et la consolidation des emplois est un axe majeur de votre politique. Un mémorandum a été remis au président de la République. Les opérateurs touristiques ont fait un plaidoyer pour sauver ce secteur qu'ils jugent agonisant. Nous vous demandons solennellement la prorogation du moratoire qui a été instauré jusqu'en avril 2014 pour les visas, que soit prorogé encore au moins d'une année ou deux, à défaut que les touristes soient exonérés par rapport, n'est-ce pas, à cette visa. Nous demandons, Monsieur le Président, que la TVA sur le tourisme, pour laquelle vous nous avez soutenus, et il me plaît d'en faire le témoignage, le président Macky Sall a soutenu envers et contre tout le maintien de la TVA sur le tourisme, que cette TVA soit étendue également à la restauration et au transport touristique, parce que c'est de nature à améliorer la compétitivité de la destination Sénégal. Les attentes ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le chef de l'État a promis un plan d'urgence de relance budgétaire, un début de solution. Comme vous le voyez, il s'agit d'un plan qui doit être partagé, discuté. Et j'ai déjà engagé le ministre et le gouvernement pour partir du plan de relance et donc de communier avec les acteurs du secteur en vue de lancer des perspectives immédiates pour le développement du tourisme sénégalais. Beaucoup de moyens ont été déployés dans ce sens, mais la situation actuelle de Saly appelle des mesures d'urgence, des mesures aptes à assurer sa remise aux normes internationales, en vue de rebâtir un avenir prometteur pour le tourisme au Sénégal. Selon Macky Sall, le tourisme est le deuxième secteur prioritaire après l'agriculture. Il compte faire du Sénégal la plaque tournante du tourisme dans la sous-région. Traque des biens mal acquis, Barassadi et Carmelo Sagna, incarcérés depuis hier à la prison de Rebeuss, respectivement anciens directeurs du port autonome de Dakar et de la Sarre. Les deux hommes sont accusés de détournement de deniers publics et escroquerie. Retour sur les faits d'Issa Préra.
Bara Sadi, inculpé et placé sous mandat de dépôt, l'ex-DG du port autonome de Dakar, épinglé par l'IGE sur la cession du terminal à conteneurs à DP World, est poursuivi pour détournement de deniers publics et corruption active portant sur une somme de 48 milliards de francs CFA. Le rapport de l'IGE avait aussi indexé Sadi comme étant le principal responsable de manœuvres frauduleuses qui auraient permis à DP World de ne pas s'acquitter du reliquat du ticket d'entrée évalué à 24,6 milliards de francs CFA. Il serait dans la même perspective reproché à Bara Sadi d'avoir organisé une véritable corruption au port en distribuant prébendes et avantages sans aucune base légale pour l'attribution de contrats de cession en question. L'autre personnalité qui accompagne Bara Sadi en prison se nomme Carmelo Sagna. L'ex-directeur de la SAR est incriminé dans le cadre de l'affaire du fioul dite frelaté, une cargaison qui avait la particularité de contenir une quantité considérable d'eau pétrole brut. Carmelo Sagna est poursuivi pour avoir détourné 30 milliards de francs CFA. Hausse du budget du ministère de l'Intérieur pour l'année 2014, fixé à 50 milliards en 2013. Il passera à 57 milliards au prochain exercice, soit une hausse de 14,58% en valeur absolue. Une augmentation qui se justifie d'abord par l'organisation des élections locales prévues en juin 2014, mais également par la mise en place d'une agence d'assistance à la sécurité de proximité. Adiyatala Diafaraba. Nous avons constaté qu'il y a 22... L'agence d'assistance à la sécurité de proximité a été au cœur des débats. Des députés ont dit leur inquiétude de voir les proposés à la sécurité se substituer en milice. Ils ont en outre déploré la durée des contrats de ces derniers, mais le ministre de l'Intérieur rassure. L'agence de sécurité de proximité est quand même à recruter à son sein 41% des anciens militaires, c'est-à-dire les militaires libérés. Il représente 41% de l'effectif qui a été effectivement donc purgé au niveau de l'Agence nationale de proximité. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale émet le souhait du gouvernement d'organiser les élections locales à une date qui n'irait pas au-delà du 10 juin prochain. Pour ce qui est de la date, c'est vrai qu'il avait lancé l'idée tout simplement de reculer les élections au moins pour 3 mois. Je crois qu'il est encore dans cette vision, c'est son souhait le plus ardent. Et aujourd'hui, nous attendons de discuter définitivement avec cette classe politique et la société civile pour arrêter une date. Mais je confirme, le souhait du président comme le souhait du gouvernement, c'est de tenir ces élections au plus tard en fin juin 2014. La corruption dans la police, les bulletins de renseignement de complaisance de la BMS, la nuisance sonore, l'occupation des voies par des cérémonies religieuses, la pléthore de partis politiques, entre autres sujets, ont été débattus. Les députés invitent l'État à prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre ces facteurs. Notez que sur le territoire sénégalais, au moins 22 départements sont dépourvus de commissariats de police et de casernes de sapeurs-pompiers. Le ministre de l'Intérieur annonce donc la construction de 22 commissariats entre 2014 et 2016, mais aussi de casernes de sapeurs-pompiers d'ici à 2022. Abdoulaye Daouda Diallo l'a révélé justement en marge du vote du budget de son département. Nous aurons l'occasion de l'entendre lors de nos prochaines éditions. Le mouvement Tahaou Abré pour la libération de l'ancien président tchadien. En conférence de presse ce matin, l'organisation annonce qu'elle compte mener le combat afin qu'Hissène Habré soit rétabli dans ses droits. Compte rendu Chérif Dia à Lundiagne. Le mouvement Tahaou Hissène Habré portait sous les fonds baptismaux pour exiger la libération de l'ancien président tchadien en prison au Cap Manuel depuis le mois de juillet. Comme nous l'avons si bien dit, ce mouvement est une structure qui vient soutenir le président Habré parce qu'en tant que Sénégalais épris donc de justice, nous voulons dénoncer avec notre dernière énergie cette diabolisation, cette arrestation, cette injustice dont est victime le président Hissène Habré. On compte mener un périple partout à travers ce pays afin de sensibiliser l'opinion nationale, de même que notre objectif aussi, c'est de nous adresser à l'opinion internationale afin qu'ils agissent,
qu'ils réagissent pour la libération du président Hissène Habré. Tahaou Habré accuse l'État du Sénégal d'avoir violé le droit d'asile politique de l'ancien fort de N'Djamena. Il y voit également la main des États-Unis derrière ce qu'il considère comme une entreprise de diabolisation de Hissène Habré. Dans ce dossier, parce qu'on imagine mal, on a du mal à comprendre que M. Hissène Habré ait bénéficié d'un asile politique qui lui a été accordé par l'État du Sénégal à travers la personnalité du président Abdou Diouf, et que ce dossier fut géré en toute diplomatie et par Wade. Ça étonne qu'un beau jour, suite à la venue du président américain, M. Habré est arrêté. Et on parle d'enlèvement vu les conditions dans lesquelles il a été cueilli de sa maison. Le mouvement Tahaou Habré annonce la mise en place des cellules à travers les régions et à l'étranger. Hissène Habré a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de torture. Le complexe des abattoirs modernes de Touba, enfin fonctionnel, il a été inauguré mercredi dernier, ce après 8 années de gestation. Les bouchers réunis en association ont tout de même exprimé leur souhait d'intégrer le conseil d'administration de ces abattoirs modernes. Compte rendu Abdoulaye Fam. Enfin, le complexe de l'abattoir moderne de Touba a ouvert ses portes. Le démarrage est effectif depuis ce mercredi. La première bête vient d'être abattue après un test à vide effectué le dimanche dernier, confirme le préfet du département de Mbacké. Nous avons assisté au démarrage effectif. Le processus devait passer par un redémarrage de l'ensemble des machines. Après vérification que tout marche, après alimentation en électricité et en eau. Tout ceci étant fait, nous avons avant-hier assisté à la marche à vide des machines et aujourd'hui, devant tout le monde, on a pu assister au passage dans tout le processus du premier bovin. Les activités n'ont même pas encore démarré, mais voilà que la polémique s'installe, les langues se délient et les dents grincent. Les bouchers de Touba sont en effet montés au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Nous voulons que le président du comité rural de Touba nous intègre dans le conseil d'administration de l'abattoir. Nous voulons intégrer le conseil d'administration de l'abattoir et surtout avoir un droit de regard sur le travail qu'on fasse et de grâce qu'ils prennent les mains d'œuvre ici parmi les tireurs qui étaient avant l'ouverture de cet abattoir. Saisi de la question, Biran Gueye, conseiller spécial du PCR de Touba, au nom de ce dernier, réfute ces allégations. Jusqu'à présent, il n'est pas encore question de recrutement quelconque au niveau de cet abattoir. Nous avons mis en place un comité et le comité va se réunir pour mettre en place les procédures, un manuel de procédures pour voir un peu comment est-ce que ça va fonctionner. De l'abattoir de Touba, un des plus grands d'Afrique, a été construit depuis 2005 pour un coût global de près de 12 milliards de francs. Il a été construit sous l'égide de Feu Serigne Saliou Mbacké qui avait souhaité doter la ville de Touba d'un abattoir moderne pour lutter contre les abattages clandestins. Depuis la fin des travaux, le joyau tardait à être opérationnel. Il a fallu la détermination du gouvernement actuel pour que l'ouvrage soit enfin fonctionnel, suite à une visite de Madame le ministre de l'Élevage. Nous revenons à Dakar pour parler de la 22e édition de la FIDAK avec beaucoup de déceptions du côté des commerçants qui n'ont tout simplement pas encore retrouvé de stand. Ces exposants qui avaient réservé depuis longtemps et crient leur souffrance. Suivons ce reportage de Nafissatou Silla, Massaer Ndiaye. 20 000 d'espace vendus par le CICES, un record jusque-là jamais atteint par les organisateurs. Un succès certes, mais beaucoup d'exposants n'ont pas encore de stand pour commencer à vendre. Oui, je n'ai pas de stand jusqu'à présent. Pourtant, j'ai payé depuis le mois de mai. J'ai avancé 200 000 le 8 mai, mais jusque-là, je n'ai pas de stand. Ils m'ont dit d'attendre, je ne sais pas. Jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, je n'ai pas de place. Jusqu'à ce matin, je n'ai pas de place. Je ne sais pas comment ils vont me faire. Cette année, la demande des stands a été très forte. Et le CICES ne peut pas faire plus qu'elle peut faire parce que l'espace est limité.
Certains exposants ne savent pas où donner de la tête et déplorent cette situation. On était même un peu découragés parce qu'on était venus, on est prêt pour mettre nos bagages dans nos stands parce qu'on avait fait la réservation depuis Fiara passé. Et arrivé ici maintenant, on nous a expliqué qu'on ne peut pas avoir des stands sur place. Il y a les gens de Turquie qui ont pris les stands. On dit d'attendre le départ des Turcs. On ne sait pas comment les choses vont se passer, mais pour le moment on est là, on est assis sur l'esplanade, on s'installe, on verra. On verra. Et ça, c'est pas bon pour nous. Parce que tu vas rester ici faire 4 jours. Tu vas commencer à voir tes clients encore, tu vas laisser la place. Ou bien les gens rentrent intérieur, ils ne te voient plus. Est-ce qu'ils vont te chercher? Pour un commerçant, c'est pas bon. On ne sait même pas où on va mettre nos bagages. Même pas, parce que tu ne peux pas laisser tes bagages dehors. Et on a tout amené. On n'a pas de stand, on a tous les problèmes. Bon, mais peut-être, si c'est comme ça, ils n'ont qu'à nous diminuer les frais maintenant. Parce que nous, on va perdre 4 ou 5 jours avant d'ouvrir. On est venu pour vendre. Mais si on va s'asseoir que les autres vendent et partent avant que nous, on rentre, ils n'ont qu'à voir ça aussi pour nous aider. Parce qu'on a quitté le Burkina, c'est pour venir chercher. Vous voyez le reçu que j'ai depuis le mois de mai. Jusqu'à présent, je n'ai pas de place. D'autres qui sont dans la même situation ne sont pas à leur première participation à la FIDAK, mais montrent plus compréhensifs. La donnée a changé cette année. Ce n'est pas de la faute du CICES, mais c'est pas de notre faute aussi, parce que nous aussi, on ne savait pas que la Turquie allait occuper presque la moitié du pavillon vert. C'est ça, c'est ce qui explique cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'exposants. Tout le monde veut venir à la foire de Dakar parce que bon, le pays est vraiment accueillant et vraiment on se sent chez soi ici à Dakar et on fait de bonnes affaires. Malgré tout, le CICES n'a ménagé aucun effort pour mettre les participants dans de bonnes conditions. Sur toute la surface restante, les responsables aménagent des stands mobiles. La page des sports à présent avec Chertigan Diao. Chertigan, bonsoir. Bonsoir, non pas tout le monde. Alors, la saison de football démarre ce samedi avec le tournoi des trophées. Le trophée des tournois. Le trophée des champions. Le trophée des champions, donc la première édition du genre, donc, et l'affiche va opposer Djambar, champion du Sénégal, au Casa Sport, vainqueur de la Coupe de la Ligue. Présentation de cette affiche avec Chertigan Dion. Pour une première, l'affiche est plutôt alléchante. Djambar, Casa Sport, ce sont là les deux derniers champions du Sénégal. Casa Sport, Djambar est devenu un classique du championnat avec des matchs de belle facture. On parle là des deux équipes les plus joueuses de la Ligue sénégalaise. Djambar, Casa Sport, une affiche qui draine du monde dans les gradins avec les amoureux du football pratiqué par les académiciens d'un côté et de l'autre le fidèle public qui accompagne toujours le déplacement du Casa Sport. Djambar, Casa Sport, très actif sur le marché du transfert. Pour une première champion en titre qui a fait signer El Finbop, Alphonse Ba, Abdoulaye Diène de Niaritali, Christian Pascal Diata, Abdoulaye Sek de Casa Sport et le club de Ziguinchor pour se renforcer a recruté l'attaquant gambien Bakary Dafé, Cheikh Diandje de Tourekunda, Arfan Dafé de Luso. Ces clubs auront à cœur de marquer l'esprit ou même l'histoire en devenant le premier club à remporter le trophée des champions. Chertigan John, merci. Nous parlons toujours de football, mais en Europe avec la 5e journée de l'Europa League. Fortune diverse pour les internationaux sénégalais. Sadio Mané qualifié pour les 16e de finale. Henri Saivet et Salif et Ludovic Sané, Lamine Sané, donc éliminés avec les Girondins de Bordeaux. Le point avec Abdoulaziz Kane. Les Lions qui participent cette saison à l'Europa League connaissent pour l'instant des fortunes diverses entre qualification et espoir de qualification pour certains et élimination pour d'autres. Sadio Mané sera au rendez-vous des 16e de finale de l'Europa League. Après la victoire du Red Bull Salzbourg face à Elfsborg, sa 5e victoire en autant de matchs, les Autrichiens ont réservé leur billet pour les 16e de finale. Karambouch sera aussi présent pour ces 16e de finale, puisque Genk, qui s'est imposé face au Dynamo Kiev, valide par la même occasion sa qualification. De son côté, Ibrahima Balde garde espoir car le Kuban Krasnodar s'est relancé après sa victoire face à Saint-Gallen. Les Russes devront impérativement s'imposer lors de la dernière journée pour espérer accrocher une place pour les 16e. Fallou Diagne et Fribourg gardent le destin en main et leur chance de qualification après leur succès face au Slovan Liberec. Bien accrochés à la 2e place du groupe H, les Allemands n'ont plus qu'à assurer le coup lors de la dernière journée. Par contre,
Henri Saivet et Lamine Sané ne verront pas les 16e de finale de l'Europa League. Défaits à domicile par Francfort, les Girondins de Bordeaux sont éliminés de la compétition. La dernière journée de l'Europa League se jouera dans 2 semaines. Voilà, Abdelaziz Kane, merci. Nous parlons toujours de football avec la 15e journée de la Ligue 1 française. L'OM qui accueille en ce moment même Montpellier et après 35 minutes de jouer, les deux équipes sont à égalité, 0 but partout. Nous parlons toujours football avec l'inoxydable Ryan Giggs qui fête aujourd'hui ses 40 ans, l'icône de Manchester United donc qui entame sa 23e saison en tant que professionnel. Une belle leçon de longévité. Tennis avec la 6e édition de l'Open de Dakar. Aucun Sénégalais en course, ils ont tous été éliminés au premier tour. Les raisons de cette déconvenue avec le directeur de l'Open, il s'appelle Oumar Diallo, il est interrogé par Cheikh Tidiane Dione. Très important dans le calendrier, dans l'agenda de la Fédération internationale de tennis. C'est pour cela d'ailleurs même on est resté on est maintenant à la 6e édition, mais ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas organisé, tout simplement pour être en phase avec le cahier de charge exigé par l'ITF, la Fédération internationale de tennis. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un circuit, c'est un tournoi qui regroupe 28 nationalités différentes, des Africains, des Asiatiques, des gens d'Amérique latine et même d'Amérique du Nord, et des Européens bien entendu. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est un tournoi aussi organisé en 2 phases. La première semaine avec $15 000 et la deuxième semaine avec $15 000. Donc aujourd'hui nous avons pratiquement bouclé la première semaine et nous allons entamer la prochaine semaine à partir de lundi. Donc globalement c'est... Merci. Voilà pour les amoureux de l'OM. Florian Thauvin qui ouvre le score pour les Phocéens, Mme Fatundoy. Merci, cher Tidiane. Alors, est-ce que tu aimes le cinéma, cher? Oui, j'adore. Alors, tu aimeras forcément cette initiative. Au Semben, c'est le titre du documentaire réalisé par le Malien Souleymane Cissé. À Semben Ousmane, disparu en 2007 et illustre homme du cinéma africain. Pour l'avant-première, Souleymane Cissé a choisi Dakar, une projection qui a enregistré la présence de plusieurs hommes de culture, une opportunité saisie par Youssou N'Dour pour inviter les autorités à vulgariser justement l'œuvre de Semben Ousmane. Reportage Pape Cheikh Ndiaye, Diafaraba. Quand un cinéaste rend hommage à Semben Ousmane, tout commence par le cinéma. Au Semben, c'est du film dédié à Semben Ousmane par Souleymane Cissé, un cinéaste malien. Il rend hommage aussi bien à un ami qu'à un homme dont il ne peut estimer la grandeur. C'est quelqu'un auquel je ne peux pas toucher. Voilà, il est en haut, il est supérieur. Il était important de faire connaître Semben, de le faire connaître à une nouvelle génération qui ne l'ont pas connu et qui croit que peut-être ce monsieur qui n'était pas abordable était un autre monsieur. Et en ce moment, il fallait trouver le moyen de dire aussi ce que Semben aimait, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il faisait, sa maison, tout ce qui entoure. Bon, je pense que c'est un atout. Au Semben, un film qui retrace également nos réalités africaines et l'indifférence de nos dirigeants à l'endroit des artistes. Il y a la réalité de nos traditions et puis où on se pose des questions. Et tout simplement pour dire que ça a été 2 films, ça a été un hommage, mais aussi retracer une réalité africaine. Dans notre continent même, ça ne se fait pas. On n'est pas protégé au niveau des œuvres et autres. Et c'est dommage, c'est après coup qu'on se rend compte qu'il y avait un monument. Pour Youssou N'Dour, venu appuyer Souleymane Cissé, Ousmane Semben est un monument. Ses œuvres doivent être vulgarisées. Semben, comme on a dit, Douonit. Alors, est-ce que les enfants ne doivent pas savoir ça? Est-ce qu'on peut aller à l'école pour en parler? Dans les universités, un peu partout. Douonit. Et Dieu a fait qu'il est sénégalais, qu'il est africain. C'est à nous de jouer. L'hommage d'un Malien, en l'occurrence Souleymane Cissé, à un Sénégalais, Ousmane Semben,
Au-delà du monde du cinéma, ce geste témoigne des liens solides qui lient le Sénégal au Mali. Nous quittons le monde de l'art pour parler cette fois-ci de la terre et de la mer avec notre invité du jour, Ahmed Sanhouri, directeur général du PRCM, le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine. Monsieur Sanhouri, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement cette organisation? En fait, le PRCM est un partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest. Et il couvre 7 pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Cap-Vert. Et il consiste en une coalition d'acteurs engagés pour travailler ensemble, pour œuvrer à préserver les ressources naturelles de nos zones côtières. Et aujourd'hui, quels sont les fléaux qui menacent un peu cette organisation sur le plan très très concret? En fait, la menace pèse surtout sur notre zone côtière et marine. Elle pèse sur la durabilité de nos ressources marines, notamment les ressources halieutiques. Nous avons aussi des défis importants tels que l'exploitation hydrocarbure et minière qui créent ou qui impactent la zone côtière avec de la pollution. Concrètement, par exemple, sur les situations que vivent des populations. Oui, les situations que vivent les populations, on peut les concrétiser à travers la dégradation du niveau de vie, parce que les ressources marines qu'elles exploitaient autrefois deviennent rares. Il y a aussi un risque d'insécurité alimentaire parce qu'il y a une compétition forte entre la pêche artisanale et la pêche industrielle et surtout la pêche qui vient des autres pays. Il y a des conflits d'usage parce qu'il y a des acteurs qui travaillent dans le tourisme, d'autres dans les industries, alors que la plupart des populations restent quand même des pêcheurs, surtout au Sénégal, le pays où nous avons organisé le forum. Tout à fait. Justement, alors chaque population, chaque habitant a des besoins spécifiques. Vous venez donc de nous le signifier avec la présence en fait des grandes industries à côté par exemple de la pêche artisanale. Comment trouver l'équilibre entre les besoins généraux et les besoins de chaque partie de la population? Je pense qu'il faut avoir une planification, une coordination et puis un aménagement équilibré. Je pense que nos politiques devraient quand même tenir compte des besoins donc des populations, mais aussi tenir compte des besoins de développement de nos pays et des besoins donc, de nos économies. Et il faudra aller dans le sens d'une plus grande implication des bénéficiaires dans la gestion donc des zones côtières et marines et de leurs ressources, parce qu'ils sont les premiers concernés et ils vivent de la pêche, ils vivent des ressources marines et côtières et ils doivent être considérés dans toute planification et toute gestion de ces ressources marines et côtières. Est-ce qu'à travers cette organisation, chaque pays est autant sensibilisé que l'autre? Est-ce que vous êtes sur le même niveau de sensibilisation, le même niveau de gravité en fait par rapport à l'invasion? En fait, nous avons les mêmes défis. Nos pays, les 7 pays de cette zone côtière, ils ont les mêmes défis. C'est la faiblesse des compétences encore dans le domaine de la gestion et de l'exploitation donc des zones côtières et marines. La pauvreté des populations, donc, qui les amène parfois à des usages qui ne sont pas durables et qui aussi menacent les ressources. La faiblesse des capacités, dans la mesure où nos pays n'ont pas de capacité de surveillance contre la pêche illégale et donc non réglementée. Qui sont les envahisseurs? Est-ce que ce sont les Européens, entre guillemets? Est-ce que ce sont des bateaux pirates, entre guillemets, qui sont les envahisseurs, finalement? Écoutez, je n'indexe pas directement un envahisseur spécifique. En fait, c'est un contexte global dans lequel nous vivons actuellement. Nous sommes dans une phase de développement des pays, de nos pays. Nous vivons des situations donc, spécifiques. Et donc nous essayons de accélérons l'exploitation des ressources pour avoir des ressources financières pour nos
budget. Et je pense que nous sommes donc appelés à avoir une plus grande je veux dire, précaution dans la gestion de ces ressources, qui sont souvent des ressources renouvelables. Et donc il faut peser généralement donc, les décisions avant d'agir dans un contexte particulier sensible. Je dirais aussi que nos pays ne sont pas, probablement, ils ont les mêmes défis, mais ne sont pas au même niveau, comme vous l'avez dit. Il y a des pays qui sont relativement plus avancés que d'autres, dans le domaine, par exemple, des capacités. Je sais que le Sénégal est une locomotive dans la sous-région, dans le domaine de l'éducation. Et donc, nous comptons beaucoup sur le Sénégal pour servir donc, de bon exemple. Mais d'autres pays ont aussi des expériences à capitaliser. La Mauritanie, par exemple, a pris des initiatives dans le domaine de la réglementation, par exemple, donc de la gestion des zones côtières à travers une loi littorale. Nous espérons que le Sénégal va pouvoir très rapidement ratifier la loi littorale qui est en discussion actuellement. D'autres pays comme la Guinée-Bissau est leader dans l'éducation environnementale. Donc nous essayons de travailler sur cette complémentarité pour que les pays avancent ensemble et en même temps et qu'ils aient le même niveau. Alors justement, vous venez d'achever donc ce qu'on appelle le 7e Forum marin et côtier en Afrique de l'Ouest. Évidemment, beaucoup de recommandations, notamment donc l'instauration de cours sur l'éducation environnementale. En même temps, il se pose toujours la question des moyens financiers. Vous l'avez plus ou moins évoqué. Où est-ce que vous allez trouver ces ressources justement pour pouvoir impulser tout ce mouvement, toute cette oui, justement, c'est le rôle du partenariat, c'est de trouver des mécanismes, des outils qui permettent de mobiliser des fonds. Nous n'avons pas nous-mêmes les fonds à donner, mais nous essayons de promouvoir des mécanismes qui permettent d'accéder à des fonds et parfois à des fonds qui sont pérennes. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un financement d'un projet qui va commencer et il terminera dans 2 ou 3 années. Il faut avoir des moyens d'avoir des financements durables pour la conservation. Il faut que la protection de l'environnement soit intégrée dans nos budgets nationaux. Il faut que ça soit une partie parce que elle rapporte, l'environnement rapporte, les ressources naturelles, les ressources environnementales rapportent des ressources à nos pays et à nos budgets. Il faut que la protection de cet environnement soit instituée dans les budgets nationaux. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Ouri Mohamed, pour ces précisions. Voilà, qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et à très bientôt.